Bonjour, bienvenue sur Bamako Business Podcast, épisode 8. Je suis votre hôte, Mamadou Lamine Diarra. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Malik Traoré, fondateur de Yelenkoura, une start-up qui innove dans l'assistance à l'handicap. Il nous présente également ses activités au sein de Robo Mali, le Centre national collaboratif pour l'éducation en robotique et en intelligence artificielle. Bonne émission. Ok, bonjour Malik. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Est-ce qu'on peut commencer par ton parcours académique? Tu nous expliques un peu ce que tu as fait comme formation et qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui à Robo Mali, à Yelenkoura? Alors merci. Moi je suis chef de projet à Robo Mali et cofondateur de la startup Yelenkoura, au sein de laquelle j'occupe le poste de responsable technique, le CTO. Donc comme parcours académique, j'ai fait mes études au Mali, après un bac scientifique, un bac en sciences exactes. J'ai passé le concours d'entrée à l'Institut des sciences appliquées, filière génie électrique, informatique industrielle, où j'ai pris option réseau informatique et télécom. C'est situé où ça, l'Institut? L'Institut des sciences appliquées, c'est au sein de l'université de Bamako, sur la colline de Badalabougou. D'accord. Oui. Donc, mais en parallèle, en fait, j'ai commencé l'électronique, l'informatique depuis le plus jeune âge, vraiment 11-12 ans comme ça. Cela est dû au fait que j'étais un grand perturbateur à la maison et la télécommande, les appareils électroniques, j'étais vraiment... Je cassais tout en fait. Donc, et ma maman a décidé de profiter de cela, de m'envoyer. Je suis un dépanneur depuis l'âge de 11-12 ans. Ah bon? Oui. Et là, ça m'a vraiment profité parce que là, tout est parti depuis là. J'ai aimé l'électronique, le bricolage et tout. Et aujourd'hui, je suis fier. Et à l'université aussi, j'ai pu joindre les deux, la théorie à la pratique. D'accord. Et donc, tu as une licence, c'est ça? Oui. Tu as fait une formation, donc c'est 3 ans que tu as fait là-bas à l'Institut? 3 ans à l'Institut. Il n'y a pas d'autres formations là-bas à l'Institut? La licence, c'est la limite? La licence, c'est la limite. Mais là, je continue avec le master en Big Data Analyst. Où ça? À l'université virtuelle du Mali. Ah, d'accord. Oui. La nouvelle université, là. Oui. C'est situé où, ça? Je sais pas si c'est important, virtuel, du coup, c'est virtuel en mais... fait. C'est virtuel, donc mais je pense que le siège c'est à Bako-Djigoroni. D'accord, ça c'est un truc qui m'intéresse. Du coup, ils ont des diplômes les cours sont donnés par qui là-bas? Le cours c'est donné par d'autres universités partenaires. Ah d'accord. Oui, d'autres universités partenaires. Ça dépend aussi des filières, quoi. Donc quand par exemple en Big Data Analytics, on peut avoir des professeurs d'une université en France, des professeurs d'une université au Mali, selon la matière à enseigner. Donc c'est des cours existants que vous regardez? C'est des cours qui sont donnés comme un peu en classe, c'est donné par un module. Par exemple, il y a la semaine où on doit faire une matière et on met cette matière-là en ligne. Et maintenant, il y a les devoirs, il y a l'échange avec le professeur, il y a les quiz qu'on doit remplir et ensuite le professeur corrige et on a les notes comme ça. Et à l'examen aussi, il y a les séances d'examen aussi qu'on fait en ligne. Donc tu es en première année de master? Oui. D'accord, donc tu as commencé quand? J'ai commencé en 2020. 2020? Oui. Donc quel mois, je veux dire? J'ai commencé en avril. En avril. Ça a débuté en avril en fait. Donc le Covid n'a pas eu d'impact sur les... Non, je pense que le Covid même a appuyé cela parce que c'est virtuel. Ok, et donc c'est comment on va dire? Tu obtiens un diplôme reconnu par l'État du Mali avec ça? Oui. D'accord. Par l'État du Mali. Donc toi, ça sera en Big Data? En Big Data Analysis. Oui. Ok. C'est un peu controversé, il y a le diplôme par là, il y a le parcours par là, mais c'est ça. Ok, très bien. Ok, donc on va parler de Robo Mali d'abord. Oui. Tu es project manager. Donc je vais essayer un peu de dire ce qu'est Robo Mali. Robo Mali, c'est le Centre national collaboratif pour l'éducation robotique et en intelligence artificielle.
Donc la mission de RoboMali, c'est de créer des leaders dans les domaines des STEM, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Oui. Les STEM, c'est Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. D'accord. C'est en anglais, quoi. Il y a aussi dit sur le site que vous êtes sous l'égide du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez un bureau au ministère? Non, on n'a pas de bureau au ministère, mais vous voyez, on est dans un local qui appartient au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ouais. Mais surtout, on a commencé en privé, en fait. Donc, mais vu que l'impact était beaucoup plus important, donc le ministère a voulu concevoir, a voulu nous mettre sous ses bras, nous a donné un local, nous fourni l'État, le soutien de l'État aussi. Là. Donc même si c'est pas aussi, mais le soutien de l'État est là. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe nationale de robotique du Mali? Oui, en fait l'équipe, c'est des équipes déjà. Donc RoboMali participe à des compétitions internationales dans lesquelles on recrute les membres des différentes équipes selon les niveaux, en lançant un appel déjà dans les écoles publiques, privées ou même des enfants qui ne sont pas partis à l'école. On fait une première sélection. Dans cette première sélection, on lance la formation. Et au bout de cette formation, on recrute les membres de l'équipe nationale. Et cette sélection rigoureuse nous a permis vraiment de remporter des prix à chaque compétition qu'on a eu à participer. Et cette sélection, elle a lieu quand? La sélection, déjà pour cette année, c'était début février. Donc, on devrait partir au Rwanda pour la compétition de 2020 et qui n'a finalement pas eu lieu. Donc, mais d'habitude, ça dépend de la date des différentes compétitions. Donc, en 2017, par exemple, on a fait une grande sélection, ça c'était pendant les vacances, et au bout duquel il y a eu 6 membres de l'équipe du lycée qui ont participé à la compétition First Global aux États-Unis et qui ont remporté le 2e prix mondial en robotique à Washington DC. En 2018 aussi, c'était la même procédure pour des sélections et une formation rigoureuse où on a participé à une compétition à Dakar où les enfants ont remporté 3 prix, dont deux des premiers prix de la compétition et un 3e prix. Donc, comment a lieu la sélection? Qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, on lance l'appel sur le site, on part informer les écoles. Donc, et les enfants postulent. Où? Postulent en amenant des dossiers. Au sein des écoles? Non, au centre directement. Nous n'avons pas voulu passer par les écoles pour ne pas priver des enfants ou pour ne pas que nous, on ne puisse pas avoir la chance même de voir certains génies qui ne seront pas capables de passer par les écoles. Donc c'est directement ici. Donc l'enfant ou le parent d'élève peut préparer le dossier de l'enfant, l'amener à RoboMali. Et maintenant, on a changé, tout s'est fait en ligne. Donc, ils peuvent participer, mais ils doivent donner, par exemple, l'aide de recommandation d'un enseignant ou d'une autre personne. Donc, on regarde en fonction de cela pour faire une première sélection. Mais dans cette première sélection, on prend un grand nombre de personnes qui bénéficient tous d'une formation intensive en robotique. Initiation à la robotique, la programmation avancée, un peu aussi. On regarde aussi leur talent de créativité, mais après cette grande formation, on sélectionne juste les meilleurs, peut-être les 6 meilleurs dans chaque niveau pour être membre de l'équipe. Donc vous leur donnez une formation? Oui. C'est-à-dire que l'étape de sélection, vous donnez quand même une formation. Une formation. Et c'est à l'issue de cette formation, vous essayez de repérer les meilleurs. Les meilleurs, exactement. Mais il n'y a pas de concours, c'est juste vous, avec vos yeux, vous regardez qui sont les meilleurs et vous les prenez. Il n'y a pas vraiment de concours. D'accord. Il n'y a pas de concours. Ok, et donc vous avez eu des prix, donc c'est des concours internationaux organisés par qui? Par quoi? Par exemple, pour les États-Unis, c'est organisé par une organisation First Global. First Global. First Global, qui
qui est très connu en matière de robotique et tout. D'accord. Donc le deuxième prix, c'est pas rien du tout, c'est ça. Oui, c'est le deuxième prix mondial devant l'Inde. Donc ça, c'est extrêmement important en fait. D'accord. Et ça nous a donné, c'est ce qui a fait même que le gouvernement du Kinshasa a trouvé l'activité intéressante et nous a dit oui, ça, ce que vous faites, c'est pour le Mali, ce n'est pas pour quelqu'un, une personne ou pour un privé, c'est pour le Mali. Les enfants qui sont partis représenter le Mali et c'est le drapeau malien qui était en train de flotter. Donc, et là, on veut maintenant que vous continuez l'activité et que l'activité puisse bénéficier aux jeunes Maliens, que les jeunes Maliens puissent avoir cette chance de briller sur la scène internationale. Donc vous avez le support, on va dire, officiel du gouvernement. Et donc l'équipe nationale, c'est une équipe nationale officielle. C'est une équipe nationale officielle. C'est déjà, parce que l'équipe nationale c'est déjà prouvé, on le fait. Et le ministère de l'Enseignement supérieur, à chaque voyage ou à chaque compétition, si on doit postuler au nom de l'État malien, le ministère nous fournit le support qu'il faut pour qu'on puisse aller représenter le Mali. D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, pratiquement, ils vous donnent les billets d'avion? Oui, le billet d'avion, on donne le billet d'avion. Ok. Intéressant, c'est très intéressant. Oui. Donc du coup, j'avais une question qui c'était de demander est-ce que les membres de l'équipe nationale proviennent de Robo Mali ou... Mais bon, il y a une sélection qui est faite. Oui, il y a une sélection qui est faite. Donc, pour le centre déjà, vous avez parlé du centre, c'est le Centre national d'éducation en robotique et en intelligence artificielle, donc qui existe depuis 2017. Donc nos missions principales, c'est cultiver l'esprit scientifique des jeunes maliens et faire briller la jeunesse malienne sur la scène internationale aussi, et surtout permettre aux jeunes maliens d'innover avec les nouvelles technologies comme la robotique, l'intelligence artificielle. Donc, sur ce dernier volet, ça permet de donner la chance aux jeunes de développer leurs projets au sein de Robo Mali, des projets qui répondent à nos besoins. Et en quelque sorte, un peu de Robo Mali, c'est aussi un incubateur de projets. D'accord. Donc, c'est pourquoi déjà Yelenkoura est là. Donc, en fait, là, tu m'as parlé du oui, ok, le Centre national collaboratif. Donc, ce centre-là et Robo Mali, c'est la même chose, quoi. Oui, en fait. La même entité. Donc, c'est le Centre national collaboratif d'éducation robotique et en intelligence artificielle. Donc, on a abrégé, on n'a pas voulu prendre le premier cycle, on a juste pris Robo Mali comme l'appellation. Donc, tu es project manager à Robo Mali. C'est quoi un project manager à Robo Mali? Là, il s'agit déjà de coordonner les projets, coordonner avec les porteurs de projets pour la mise en œuvre de ces 10 projets-là, pour qu'ils puissent répondre, c'est-à-dire de coordonner pour qu'ils puissent répondre à des besoins que nous avons besoin, disons, les besoins du pays ou apporter des soutiens techniques et tout. D'accord. Tu peux nous donner un exemple d'un projet à Robo Mali ici? Alors l'exemple c'est déjà Yelenkoura, l'exemple c'est aussi Baélema Bara. Yelenkoura on va avoir l'occasion d'en parler, donc je vais juste parler de Baélema Bara, qui est un projet de recherche d'un jeune étudiant ici qui a fait ses études aux États-Unis, licence en intelligence artificielle. Donc ce projet consiste déjà à traduire les langues locales, à commencer par le Bambara, dans les autres langues du monde. C'est-à-dire quand on part sur Google maintenant, si une page web est en français, on peut le traduire en anglais ou en arabe, en n'importe quelle langue que Google peut traduire, mais pas dans les langues locales du Mali. Donc l'idée c'est de développer une intelligence artificielle comme ces autres-là, qui sera capable de traduire le français en Bambara, d'anglais en Bambara, comme ça. D'accord. C'est un projet qui est récent? Oui, c'est un projet qui est récent. Oui. D'accord. Et donc c'est en cours. Donc c'est une personne qui travaille sur ça? Bon, c'est une personne
qui a fait les études de recherche, Oui. mais là, il a formé l'équipe pour... D'accord. Oui. Donc il fait ça au sein de Robo Mali, quoi. Oui, il a commencé aux États-Unis Oui. et il a fait sa thèse sur ça. Ensuite, il est revenu actuellement au Mali. D'accord. Et il continue de faire. Ok. Donc Yelenkoa, Oui. donc c'est une entreprise malienne innovante qui a pour objectif de faciliter la vie des personnes avec un handicap physique ou sensoriel. Oui. C'est bien résumé. Bon, oui, c'est bien résumé. D'où est venue l'idée de créer Yelenkoa? Déjà, c'est venu d'un... Je me suis posé un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'un non-voyant peut se déplacer? Moi, j'ai fait l'expérience, vous pouvez en faire vous-même. Essayez de fermer les yeux et imaginez juste comment est-ce que vous pouvez sortir, vous pouvez vous déplacer. En fait, quand on a les yeux, quand on voit, on n'y pense pas à ces choses-là. Mais en réalité, c'est très dur. Donc l'idée, c'est que quand on s'est rapproché avec les non-voyants, donc je me suis posé ces questions et avec eux, j'ai discuté avec les non-voyants et tout. Donc, et j'ai vu que pour répondre, pour faciliter la vie à ces non-voyants, pour juste leur donner le minimum qu'ils cherchent. Il s'agit surtout de se déplacer, d'aller à l'école, d'aller voir les amis. Juste cette mobilité auquel nous, on ne prête pas attention. Ils ont besoin juste de ce nécessaire-là. Et s'il y a quelque chose qui est capable de leur fournir cette petite chose, c'est la science. C'est la technologie. Donc, et c'est ce que nous essayons de faire avec les non-voyants. D'accord. Parlons de la torche que vous voulez lancer en décembre, c'est ça? Oui. Quelle est la technologie utilisée? Ok. Donc, déjà, c'est une torche qui marche avec de l'intelligence artificielle. Ah bon? Oui. On a intégré une intelligence artificielle qui permet de communiquer en fait l'environnement immédiat du non-voyant au non-voyant lui-même pour qu'il puisse prendre des décisions. Je donne l'exemple de fonctionnement. C'est que quand un non-voyant a cette torche et qu'il le pointe devant lui, si par exemple il y a un mur, la torche le signale déjà avec des fonctionnalités simples comme il y a un obstacle devant et ça se trouve à telle distance, mais pas en vocal comme ça. On a développé un langage de communication avec le non-voyant parce que cette idée, on l'a développée depuis l'étape de la réflexion avec les non-voyants eux-mêmes. Donc on a trouvé une façon de communiquer ces informations-là. Donc on utilise des vibrations, des bips sonores. Quand par exemple le mur est à 3 mètres, la torche donne une vibration, vibre 3 fois par seconde pour dire qu'il y a un obstacle et c'est à 3 mètres. S'il s'approche à 2 mètres, la torche vibre deux fois. S'il s'approche, il est très proche du danger, la torche vibre fort pour lui montrer qu'il est réellement en danger. Et nous avons continué parce que cela ne suffisait pas. Nous avons continué en intégrant une caméra qui analyse les images et qui peut dire maintenant, au lieu de montrer juste qu'il y a un obstacle devant, qui peut donner la nature de cet obstacle, cette fois-ci par voix. Je veux dire c'est la table, c'est une chaise, c'est le mur, et voilà, c'est le passage où vous êtes en train de marcher et tout. D'accord, donc c'est une torche, si j'ai bien compris. Voilà, le concept de torche aussi est venu aussi des non-voyants, parce que d'habitude, ce qu'on connaît, c'est la canne. Ce qu'ils utilisent, c'est la canne. Et dans les pays très avancés, il y a souvent des lunettes où il y a des petites caméras et tout. Mais là, on a tiré ce concept pour dire que quand, par exemple, même un voyant qui est dans l'obscurité, pour se déplacer,
le plus souvent, il a besoin de prendre une torche, d'allumer, de pointer par là pour se déplacer. Donc, ils ont trouvé pour que ça soit un peu cohérent dans notre écosystème, dans notre milieu socio-culturel, on va prendre ce concept-là. Mais n'oublions pas que cette torche peut être facilement intégrée avec la canne. C'est-à-dire on peut l'utiliser sans la canne ou avec la canne. Ceux qui sont habitués à utiliser la canne peuvent juste crocher la torche à la canne et se déplacer avec. Donc cela leur permet de ne pas trop virer, de ne pas trop changer leur concept, leur quotidien. Voilà. Donc en fait, je pense que... Est-ce qu'on peut essayer de décrire l'objet? C'est-à-dire que c'est le fonctionnement de l'objet. Tu me dis si je me trompe, mais est-ce qu'il y a des caméras qui sont dessus? Ou c'est juste des capteurs de vibration? Ou des capteurs... Ok, il y a des capteurs pour détecter l'obstacle, des capteurs ultrasoniques pour détecter l'obstacle. Et ces capteurs-là, à lui seul peuvent nous permettre de communiquer la distance de l'obstacle et tout. Mais aussi, il y a des caméras un peu sophistiquées qui ne permettent pas de prendre l'image, mais à travers un programme d'intelligence artificielle qu'on a pris du temps à développer, d'analyser l'image, d'analyser et d'essayer d'identifier certains éléments. Ces éléments, ce n'est pas tous les éléments qu'il peut identifier pour le moment. On a pris un certain nombre d'éléments les plus courants dans la vie de non-voyants et qui est crucial pour leur mobilité. Donc pour qu'ils puissent identifier cela et communiquer ce besoin. Donc il y a une caméra bien sûr et il y a un programme d'intelligence artificielle très entraîné avec surtout les données de notre environnement et tout. Okay. Donc il y a une seule caméra? Oui. Un capteur ultrason? Bon, là, je peux juste dire comment ça fonctionne et tout. Maintenant, il y a une caméra ou il y a un capteur ou deux capteurs, cela peut changer à tout moment. L'idée, c'est juste pour atteindre notre objectif et je vous explique là où nous en sommes maintenant. D'accord, parce que ça doit sortir en décembre. Oui, ça doit. En fait, on met en décembre une première version. D'accord. Une première version. Il y a une batterie embarquée dessus? Il y a une batterie embarquée et une batterie. L'appareil a une autonomie de 24 heures. Ok, c'est une batterie lithium. Bon, ça peut changer. Il y a une batterie embarquée. Ok. D'accord, donc le programme d'intelligence artificielle dont tu parles, il est embarqué aussi dessus ou il y a une connexion? Il est embarqué. Ce qui fait aussi notre particularité par rapport aux autres. On n'a pas besoin de la connexion Internet pour utiliser cette torche-là. Et il y a aussi un panneau solaire, un système de cellules solaires qui permet même l'utilisation de cette torche dans les zones où il n'y a pas d'électricité et tout. D'accord, de recharger quoi. Voilà, pour recharger la batterie. Et donc, où est-ce que vous avez enfin, je sais pas si c'est un secret de fabrication pour le coup, mais où est-ce que vous avez entraîné cette intelligence artificielle? Vous l'avez entraîné dans la ville ou genre sur un ordi en lui montrant des images? Déjà, l'intelligence artificielle, cela nous envoie un peu dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que pour une intelligence artificielle, prendre des décisions en fonction des données d'entraînement. Et ces données d'entraînement sont extrêmement importantes parce que lorsque on prend une machine computer vision, par exemple de Google, on peut avoir ça partout. Et qu'on le prend, qu'on vient avec ça au Mali, on a un taux de réussite très faible parce que c'est pas entraîné avec des environnements comme des environnements qui est adapté. Par exemple, Google qui entraîne un système pour détecter par exemple les caniveaux ou les cours d'eau. Quand on vient avec ça au Mali, on aura assez de problèmes, beaucoup de problèmes à détecter notre environnement avec ça parce qu'il ne connaît pas. Donc nous, on n'a pas voulu utiliser ça. On s'est juste servi de cette expérience pour prendre nos images de partout. On a fait
on a fait une grande collecte même de données ici, avec les non-voyants aussi, pour entraîner notre système avec ces soldats. Donc en gros, on a un taux de réussite, notre système a un taux de réussite de plus de 80%. D'accord. Et vous avez pas eu de problème avec l'obtention des images? Si, on a eu des problèmes avec ça, mais en fait, ça fait partie juste de notre parcours en fait. Donc, on prend quelqu'un qui s'en charge, donc, et qui fait selon la demande des techniciens, qui collectent les images et le traitement des images et tout. D'accord. Donc là, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas encore fait de test réel de l'outil, quoi. Alors, on a fait des tests depuis le mois de novembre 2019 déjà. Parce que le projet, on est là-dessus depuis un peu longtemps. Mais c'est maintenant qu'on s'apprête à lancer. Donc, on a fait un test avec les non-voyants, avec des fonctionnalités, des minimums de fonctionnalités comme la détection d'obstacles et avec la communication par vibration et bip sonore. Donc on a fait ces tests-là avec une vingtaine de non-voyants qui ont utilisé plusieurs fois et qui ont donné leurs avis, et on revient avec ces fiches d'enquête, on répare encore, on fait un autre prototype, on répare encore jusqu'à ce que là on est prêt vraiment on est sûr que cette première version est capable de fournir à ces non-voyants une mobilité autonome et sécurisée. Donc, et c'est ce système-là qu'on s'apprête à lancer. Okay. Vous avez fait plusieurs itérations, quoi. Plusieurs itérations, et on continue de le faire. Aussi. Là, c'est juste la première version qui va sortir. La première version qui va sortir. Ok. Et c'est quoi votre vision pour Yelenkura? C'est-à-dire que je parle en termes de marché, c'est quelque chose que vous avez l'ambition que ce soit en dehors du Mali, mondial? En fait, Yelenkura, ce n'est pas que le Mali et ce n'est pas que les non-voyants. Oui, non, justement parce que c'est handicap. Voilà. Donc, notre vision déjà, en créant cette startup, c'est de se positionner comme le leader mondial même en termes de technologie d'assistance. Voilà. Donc, nous envisageons de rentrer vraiment dans beaucoup d'autres marchés, comme même avec les personnes atteintes de déficience physique ou les personnes qu'on appelle les vieilles personnes et tout. Mais nous avons vraiment une grande vision et nous envisageons vraiment de se positionner dans ce milieu et d'être le leader, vraiment. D'accord. Est-ce que tu as le droit de nous parler de ton équipe technique? Vous êtes combien? Actuellement, l'équipe même, on est 10. Vous êtes 10? On est 10. On est 10 et l'équipe technique est plus grande. Et je pense que l'équipe technique fait 6. Voilà. D'accord, c'est des ingénieurs, c'est des étudiants? Donc il y a des ingénieurs, il y a des étudiants aussi. Donc il y a les ingénieurs, ils sont là qui ont déjà fini, des ingénieurs très qualifiés aussi, il faut le noter. Mais aussi des étudiants très engagés et qu'on part chercher vu leur parcours ou même vu leur engagement, vu leur innovation, leur sens de créativité, et qu'on vient former ces étudiants aussi. Et ils travaillent et en fonction de sans gêner en fait leur parcours académique. D'accord. Est-ce que déjà à ce stade-là, sur ce projet Yelenkura, il y a des comment dire, vous avez tiré des conclusions, des choses qu'il faut améliorer en fait dans l'environnement, on va dire, des startups au Mali, en fait, des idées que vous avez tirées de ça? En fait, on a une très grande, on a quand même des expériences, je peux dire même pas très grandes, on a des expériences dans l'écosystème même, dans le développement même de startups au Mali. C'est que il y a un système, je dois l'avouer, de paresse en fait, en réalité dans ce milieu-là.
Ok, d'accord, je vois où tu veux en venir. Voilà. On va arriver là-bas. Oui, Ok, d'accord. Donc, on va parler plus des questions plus générales, du coup. Je pense qu'on a saisi Yelen Koura. Donc, jusqu'ici, dans ton parcours, c'est quoi qui a été le plus compliqué? Le plus compliqué, pour moi déjà, je dois l'avouer déjà, je suis quelqu'un qui aime le challenge et qui n'aime pas perdre en réalité. Ah bon? Qui n'aime pas perdre. Donc, le plus difficile pour moi, c'était d'accepter vraiment l'échec. Donc, d'accepter que j'ai perdu et de recommencer. Donc, dès que je suis arrivé à surmonter cela, je me suis dit, voilà, là, maintenant, je peux devenir entrepreneur et je peux suivre le parcours entrepreneurial. Et j'avoue que ça a été une très belle expérience pour moi. Avant, moi, je pouvais juste... Je ne connaissais que gagner, gagner, gagner. Et quand je perdais, c'était vraiment difficile de remonter et de partir de l'avant. Maintenant, avec des expériences, avec des mentors comme Michael et tout, j'ai appris à aller de l'avant et surtout à en profiter. Et ça a été non seulement le plus difficile, mais ça a été aussi le plus avantageux pour moi dans tout le parcours. Et là, ce qui compte pour moi, c'est de s'assurer que j'ai tout donné et que j'en tire le maximum de leçons de cette erreur et d'aller de l'avant. Et je pense que le plus difficile, c'était d'arriver à accepter cela. Tu veux nous donner un exemple ou c'est... Je pense que... Tu n'as pas d'exemple? Je pense que l'exemple, ça peut être depuis le lycée. Par exemple, depuis l'enfance ou depuis le lycée, quand je ne trouvais pas la moyenne qu'il faut ou quand j'ai pas trouvé le bac pour la première fois. Et ça a été très dur. Et à l'université aussi, quand je suis parti, je voulais être toujours meilleur et tout. Et quand je ne trouvais pas ce que je faut, moi je pouvais rester à la maison. Je pouvais décider de dire non, tout est gâté, je dois laisser et tout. Et là, dès que j'ai appris maintenant à dire non, ça c'est pas l'important. C'est quoi qui t'a appris ça? C'est quelle leçon? C'est quoi la première leçon que tu as eue qui t'a permis de passer? La première leçon vient déjà de mon père en fait. Oui. La première leçon vient déjà de mon père qui m'a fait savoir que là, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un. La première concurrence, c'est avec soi-même. Donc, et là, il faut qu'on arrête de se comparer en fait. Il faut réaliser, chacun a son parcours à faire. Et là aussi, j'ai été chercher de nombreuses histoires, comme ceux de Jack Ma, le fondateur de Alibaba. Et je me suis inspiré de plusieurs leçons d'échecs pour avancer. Ok. Selon toi, quelles sont les forces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer au Mali? Au Mali, pour moi déjà la base, c'est des choses, l'éducation et la citoyenneté. Pour moi, qu'on soit médecin, qu'on soit militaire, qu'on soit entrepreneur et tout, si on reçoit une bonne éducation, et qu'on aime son pays, on peut faire avancer ce pays-là. Pour moi, en réalité, si le Mali, si nous voulons avancer, c'est de s'occuper de l'éducation en réalité. C'est de l'éducation et de cultiver surtout la citoyenneté pour qu'on puisse avancer. Et quand je parle de l'éducation, je ne parle pas... Je parle de tout type d'éducation, c'est-à-dire à l'école, à la maison et partout. Voilà. Quand on fait quelque chose, on doit apprendre déjà à le faire bien. Et quand on le fait bien et qu'on aime le pays, on le fera bien pour le pays. Et le pays pourra avancer sur ça. Et pour que l'État vraiment puisse... Ce que l'État peut faire dans ce sens-là, c'est vraiment aider
les personnes à recevoir cette bonne éducation et à cultiver cette citoyenneté. Pour moi, c'est mon avis personnel, c'est ça. D'accord. Mais aujourd'hui, si on te disait aujourd'hui, quelle est la force du Mali, tu dirais que c'est quoi? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. C'est sa jeunesse. La force du Mali, c'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse. Il n'y a pas... Moi, je ne vois pas d'autre, c'est la jeunesse. Et si cette jeunesse est bien éduquée, elle peut s'en sortir. Voilà. Et si cette jeunesse prend conscience vraiment des défis, déjà du présent, mais aussi des défis du futur, cela peut être bien. Et qu'on arrête vraiment de dire que je viens de tel... mon grand-père a fait ça, ça ne résout pas vraiment le problème de maintenant. C'est là, c'est le présent. Et notre force, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on s'y mette au travail, qu'on se donne les moyens qu'il faut pour y arriver et préparer vraiment le futur. Parce que personne, en réalité, ne peut nous faire sortir de là où on est. Le directeur Michael disait tout près hier que le Mali, c'est soit on le développe, soit on va moisir ici. Voilà. C'est nous-mêmes, on le développe et on s'en sort, ou soit on ne le développe pas et on va moisir dans ce pays. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok, si un jeune vient te voir aujourd'hui et te demande un conseil pratique pour démarrer une activité, il te demande quelque chose qu'il peut appliquer dès demain, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de faire ce qu'il veut faire et de le faire bien. De faire ce qu'il veut faire et de le faire bien et de ne pas oublier 3 choses. Pour moi, la première, c'est de ne pas oublier d'apprendre toujours. Apprendre toujours, aller vers le savoir. Il faut je lui dirais d'aller vers le savoir, de chercher, de trouver tout ce qu'il peut être utile pour son parcours et d'apprendre aussi de ses échecs. La deuxième chose que je lui dirais, c'est d'oublier pas d'aider les autres en fait. C'est de ne pas oublier d'aider les autres. Et la dernière, c'est être persévérant. Être persévérant. Donc, si on fait ce qu'on veut et qu'on le fait bien et qu'on apprend de ces choses-là, parce que c'est pas parce qu'on l'aime et qu'on le fait bien que ça va toujours réussir. Donc, et que si en cas d'échec ou en cas d'insuffisance, il faut apprendre toujours. Et même quand on apprend aussi, il faut persévérer, il faut aller vers ça. Et aussi ne pas oublier d'aider surtout son prochain parce que c'est un devoir. C'est un devoir pour nous. D'accord, j'aurais encore une question du coup. Tu as eu ton diplôme en quelle année? En 2017. En 2017? Oui. Ok, donc le Mali, aujourd'hui, ça fait, on va dire, plus d'une décennie qu'on est dans des problèmes éducatifs, que les années se terminent rarement correctement. Oui. Tu as eu ton diplôme en 2017, donc on est en plein dans la période où on a des problèmes au niveau éducatif. Et qu'est-ce qui fait que tu penses que toi, aujourd'hui, tu as réussi à avoir un diplôme et en arriver à ce niveau-là, dans un tel contexte? Et quel conseil tu pourrais donner à d'autres personnes qui veulent aussi avoir une bonne éducation, entre griffes, dans un contexte comme le Mali aujourd'hui? Déjà, moi je dirais dans mon cas, plus précisément, dès que je suis arrivé à l'université, en fait, je ne comptais pas en réalité sur l'université, je dois le dire. D'accord. Je ne comptais pas sur l'université. Moi, j'étais plus proche de l'administration que de la classe même à l'université parce que moi, je voyais l'administration comme
quelque chose que je mettrai en place dans les jours à venir. Donc je me disais que je peux apprendre de comment ça marche et tout, qu'est la classe. Et pour répondre à la question de comment est-ce qu'on peut avoir une bonne éducation au Mali, c'est de ne pas s'arrêter de ce qu'on fait en classe, de ne pas s'arrêter de ce qu'on fait en classe et de trouver vraiment à lier surtout la pratique à la théorie. Parce que ce qu'on enseigne aujourd'hui au Mali dans les universités ou dans les écoles, on ne va pas se voiler la face, c'est des choses qui sont établies depuis des années et qui ne sont en réalité pas des choses auxquelles peut-être qu'on n'a pas besoin aujourd'hui ou des choses qui sont dépassées. Moi, je me rappelle juste là, dans l'université pour la FAS, c'est pas pour critiquer, on utilise des machines, ou même à l'ENI, on utilise des machines vraiment vieilles de 60 ans et des trucs comme ça. Des machines qu'on va finir de les apprendre. Et après, on part dans les usines, on trouve que non, les usines, ils ont changé il y a longtemps. Donc, et pourtant, l'éducation, le savoir est ouvert depuis longtemps. On peut apprendre tellement de choses sur Internet. Rien n'est caché maintenant. On peut être au Mali et on sait réellement ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis. Et surtout, c'est partagé. On peut apprendre. Il faut être autodidacte aussi en plus de l'éducation. Et quant au système éducatif même, je pense qu'on doit réfléchir sur ce système afin que de voir l'adéquation du système éducatif au marché de l'emploi. Est-ce que tu as des pistes pour ce domaine-là? C'est-à-dire, comment, pour toi, quel serait le système éducatif parfait aujourd'hui dans un pays en voie de développement comme le Mali? Le problème même du système, c'est que c'est le copier-coller en réalité. C'est le copier-coller. On part prendre un système qui a marché ailleurs et qu'on vient l'appliquer. Mais moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre ce système et de prendre le contexte dans lequel nous évoluons et de trouver comment est-ce que notre contexte peut être... nos problèmes peuvent être résolus par cette partie du système, mais pas le système pour venir imposer un système chez nous qui n'est pas adéquat. Donc, les pistes que moi, je laisse dire, déjà de travailler avec les entreprises. Le système éducatif doit beaucoup travailler avec les entreprises, doit être directement lié au marché de l'emploi. C'est qu'il faut, au lieu d'établir un système et que les gens vont sortir, ils vont aller voir qu'est-ce qu'il y a quel emploi est disponible. On doit aller voir déjà quels sont les emplois qui sont disponibles ou qui seront disponibles dans 20 ans, 30 ans et maintenant de venir faire le système en fonction de cela. D'accord. J'ai une autre question. Donc toi, tu as fait un parcours typiquement au Mali. Tu as été diplômé au Mali. Et pendant que tu faisais ton université, je sais que tu es au courant qu'il y a plein de gens qui ont fait des études ici et qui se retrouvent au chômage après. Comment dans ce contexte-là, tu es resté motivé en fait pour terminer des études et par exemple pas te dire bon moi je vais aller au marché, je vais... Ok, au début de mon truc j'ai dit que maman m'a envoyé chez un dépanneur. Donc là, je peux dire moi j'ai pas chômé en fait en réalité parce que je sois à l'école ou qu'on soit dans les vacances ou même dans les week-ends, moi je partais déjà travailler en fait. Maintenant, comment est-ce que je suis resté motivé pour dire que je vais finir mes études, j'aurai un diplôme et je vais aller travailler dans les bureaux? C'est parce que je n'ai pas compté vraiment de travailler dans les bureaux. Je n'ai jamais compté travailler dans les bureaux. J'apprenais vraiment, je comptais sur le savoir que j'apprenais dans l'idée de créer en fait. Parce que moi, l'anecdote c'est que j'ai dans l'idée de gagner beaucoup d'argent. Et je me suis dit, ce n'est pas vraiment en matière, ce n'est pas
en étant un salarié de fin de mois, décidé par quelqu'un d'autre ou par quelque part, que je peux devenir riche durant toute ma vie avec ça. Donc moi, j'avais dans l'idée dès le début d'apprendre et de se servir de ce savoir pour créer des choses. Donc, en matière de chômage maintenant, donc quand on part à l'école, je pense qu'on doit changer de perspective. On ne doit pas juste apprendre pour avoir le diplôme. On doit apprendre pour acquérir réellement le savoir, afin de se servir de ce savoir pour soit entreprendre, quel qu'en soit le domaine. Parce que même si qu'on soit informaticien simple et qu'on ne veut pas se lancer dans l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir de ce savoir-là, de l'informatique, pour gagner de l'argent. Par exemple, moi, quand j'ai terminé, en 2017 déjà, j'étais déjà à Roubaix-Mali quand j'ai terminé. Parce que un moment, Michael est passé à l'université durant les fêtes des sciences et il a vu ce que je faisais à l'université là. J'étais déjà à l'école et moi, je présentais des choses avec l'université. Je partais voir le département, j'ai dit ok, il y a telle présentation, alors j'ai besoin de si on a tel équipement, alors je peux faire telle chose et on va présenter aux autres pour dire l'université a fait ça, l'université a fait ça. Moi, je faisais déjà cette démarche-là. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Michael et qui dit qu'on peut faire des choses ensemble. Et donc, moi, j'étais à l'école, mais je venais à Roubaix-Mali. Voilà, je venais me former. Donc, et personne n'a fait ce chemin à ma place. Personne n'a fait ce cours-là à ma place. Donc, moi, je n'ai pas attendu avoir mon diplôme et puis venir déposer, de venir déposer pour que je sois appelé pour aller travailler. Non. Et je suis venu ici et pendant un long moment, on ne m'a pas demandé de diplôme. Parce que je venais, je sais ce que je faisais, je le faisais bien. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as... Rajouter quelque chose? Moi, je peux te poser une dernière question pour le coup. Est-ce que tu es optimiste par rapport à la jeunesse malienne? Je suis optimiste. Je suis optimiste. Parce que déjà, en 2016, 2017, ce que je voyais, et il y a des soucis que j'avais et qui sont en train de disparaître là. Parce que donc je suis optimiste quand je vois l'évolution de la jeunesse malienne en fonction de la technologie, en fonction de l'évolution de la technologie actuellement. Parce que les jeunes aujourd'hui, on veut vraiment se vanter depuis un moment. On veut se vanter. Et on a compris, en tout cas moi j'ai remarqué qu'on a compris que la meilleure manière de faire cela, ce n'était plus comme on faisait, c'est-à-dire faire l'image seulement. Donc on a compris qu'il faut travailler et que la meilleure façon de montrer son savoir ou la meilleure façon de faire valoir son savoir se trouvait dans la nouvelle technologie, pour moi, dans la nouvelle technologie. Et beaucoup de gens ont compris cela et les séries scientifiques aussi, les gens commencent à comprendre, même si ça n'a pas complètement changé, les gens commencent à comprendre que là, c'est ce qui peut apporter de la valeur tout de suite. Et il y a beaucoup de gens qui partent vers là. Donc c'est une communauté qui grandit, quoi. C'est une communauté qui grandit et qui impacte de plus en plus. Tu vois beaucoup de jeunes arriver aujourd'hui à Roubaix-Mali? Oui, moi je ne peux même pas dire combien de trucs je reçois par mois pour dire moi je vais venir, j'ai entendu parler de cela, moi je vais venir à Roubaix-Mali, moi je vais faire ça. Même certains ne savent même pas ce qu'ils veulent venir faire, mais ils veulent venir. Ils ont vu l'impact, ils ont vu que ils ont pris conscience que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Est-ce que moi aussi je ne pourrais pas faire, même s'ils n'ont pas confiance qu'ils peuvent faire quelque chose, est-ce que moi aussi je ne pourrais pas faire quelque chose? Et au moins, beaucoup de gens font le premier pas. Et surtout, nous on accueille aussi beaucoup de personnes ici. On accueille beaucoup de personnes ici, on essaie de les montrer. On essaie surtout de les montrer ce que les enfants ont fait.
pour qu'ils ne puissent pas dire « Ah non, ça ce sont des génies, ce sont des personnes qui sont nées avec ça ». Non, on essaie de leur montrer qu'il y a les enfants qui ont fait ça. Soit c'est plus âgé que ces enfants-là. D'autres aussi, voici ce que les grands ont fait. Et tu m'as dit que c'était des enfants de 12 ans, ça part de 12 ans? Ça part de 9 ans. 9 ans. Il y a 9 ans jusqu'au lycée. Donc il y a tout type d'âge, tous les niveaux, et il y a les réalisations qui sont là. On te montre, voilà, les enfants ont fait ça, les plus jeunes ont fait ça, et puis il y a aussi ce que les universitaires font ça. Donc est-ce que dans ce parcours-là, il se trouve que toi, tu n'es pas dans ce... Tu te retrouves nulle part ici. Il y a même des... Je vais vous montrer peut-être. Il y a même des enfants, des jeunes qui n'ont jamais été à l'école et qui ont fait un drone et c'est là. Qui ont fait d'autres réalisations. Donc on a tous ces exemples pour montrer aux jeunes, pour montrer aux autres qu'on peut faire beaucoup de choses et qu'il suffit de décider, de faire déjà et d'engager. Il y a la volonté déjà, mais aussi il y a l'engagement. Voilà. D'accord. On fait de notre mieux pour aider. Merci Malik. Peut-être si puis ajouter, c'est juste les personnes. Yelenkura, ce n'est pas que en fait, ce n'est pas que moi en fait. Yelenkura, c'est une équipe. Je le fais avec le directeur, celui qui est sur le CEO même, c'est un non-voyant. Ah. Le CEO même, c'est un non-voyant. C'est Drissa Djera. Ah, Drissa Djera, c'est un non-voyant. C'est lui le CEO. C'est lui le CEO. D'accord. Donc, et il y a le CEO. Et donc, moi, je suis le directeur technique et le fondateur. Et Drissa Djera est le CEO. Il y a Michael Levantel aussi, qui fait partie de l'équipe. Voilà. Donc, c'est pour montrer que Yelenkura aussi, c'est une entreprise très inclusive. Donc, ce n'est pas qu'on est atteint par tel ou tel handicap. Si on peut faire valoir son savoir et qu'on est prêt à le faire bien, nous, on peut travailler avec cette équipe. Et il y a toute une communauté de non-voyants qui est derrière nous aussi pour appuyer cette nouvelle technologie, notamment l'Union malienne des aveugles, qui est là pour soutenir ce projet. D'accord. Voilà. Ok, bah merci. Merci.